Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'inversion accusatoire dans la perversion narcissique. D'abord, définissons l'inversion accusatoire. Eh bien, c'est une stratégie typique que l'on retrouve dans la perversion narcissique et qui consiste à imputer la faute commise à la victime. Il s'agit d'un narcissisme pathologique extrême et qui vise à maintenir une image parfaite de soi, l'emprise sur la victime et ne pas prendre ses responsabilités. Cela évite à ce profil de personnalité de ressentir des sentiments pénibles comme la honte, la culpabilité, les remords et une remise en question. C'est ainsi qu'il déstabilise la victime en créant de la confusion mentale et cela permet de manipuler, de dominer, car la victime cherche à comprendre, cherche des explications plutôt que de s'affirmer. 4 méthodes sont présentes dans l'inversion accusatoire. La première, c'est le gaslighting. C'est une mise en doute de la perception de la victime. Par exemple, dire à la victime « tu vois le mal partout, tu es trop sensible ». Une deuxième méthode, c'est la projection et l'identification projective. Par exemple, « tu es trop méfiante, je m'inquiète de te voir si agressive ». Le profil pervers narcissique, homme ou femme, fait vivre à la victime ce qui est nié en lui. Et c'est par exemple la haine, la tristesse, la peur, la honte, la culpabilité, les remords, etc. La troisième méthode, c'est la victimisation. Le pervers narcissique adopte le rôle de victime pour se plaindre et protéger, être protégé par l'entourage, par la victime. Il suscite l'empathie de la proie. Par exemple, « tu ne me comprends jamais ». Une quatrième méthode, c'est le langage flou. Le recours au langage flou est une façon de cacher des informations et de cacher ses objectifs, c'est-à-dire exploiter et détruire la proie. Alors, on peut observer des phases d'inversion accusatoire. C'est un mécanisme en effet qui est adaptatif et qui varie avec le temps. Donc au début de la relation, il y a une séduction narcissique qui apparaît par exemple dans la flatterie, l'offre de cadeaux, de protection. Et donc dans cette phase, il y a une idéalisation réciproque qui fait que l'inversion accusatoire n'est pas nécessaire. Donc dans cette phase, eh bien, la victime, eh bien, elle est complètement séduite et donc elle idéalise l'agresseur et donc elle se moule dans une fusion avec lui. Mais par contre, dans la phase suivante, la phase d'emprise et de violence psychologique, là, dès que la victime prend conscience de la manipulation, des violences, eh bien, le profil pervers narcissique le remarque tout de suite. Et dès lors, il ne supporte pas la différence, il va commencer à utiliser l'inversion accusatoire pour créer de la confusion dans l'esprit de la victime et reprendre le pouvoir. Par exemple, si la victime a des valeurs humaines, eh bien, il va l'attaquer sur ses valeurs humaines et surtout si elle a repéré des comportements malhonnêtes, des comportements où le pervers narcissique agit dans l'illégalité. L'individu pervers narcissique utilise alors l'inversion accusatoire pour faire taire la victime et l'anéantir. Il cherche à déstabiliser, culpabiliser, dénigrer, il fait du chantage, il fait des menaces, des sous-entendus verbaux ou non verbaux. La surcharge de travail, des responsabilités excessives épuisent la victime et peuvent l'amener à commettre une erreur et il va pointer du doigt l'erreur. S'il exerce une emprise affective en privé, il peut la punir dans le domaine professionnel par ses méthodes. Cependant, si la victime prend distance, il peut revenir régulièrement, malgré tout, pour tester son pouvoir. Par exemple, après l'avoir dénigrée en privé ou par des complices, eh bien, il revient vers elle avec de nouveau des flatteries, des cadeaux, etc.
Si elle y répond, il considère qu'il a gardé le pouvoir sur elle et la victime continue alors à se remettre en question de façon inappropriée, à se dire que c'est elle qui est coupable de quelque chose. La victime peut douter de sa perception et penser « j'ai exagéré, il me demande comment je vais ». Elle ne perçoit pas la manipulation. Cette apparence normale en public leurre tout le monde et lui donne une apparence de perfection. Le profil pervers narcissique peut ainsi dire aux autres, bien, on a une bonne relation, je me demande pourquoi elle m'a bloqué, je me demande pourquoi elle m'accuse. Et donc, ces moments de silence radio sont punitifs, mais ils permettent aux pervers narcissiques de faire oublier les violences psychologiques pour se raccrocher au moment de séduction. Il peut continuer à la tenir sous contrôle, à la surveiller pour obtenir des informations et empêcher toute forme d'accusation. Il y a deux types d'inversion accusatoire, directe et indirecte. Dans l'inversion accusatoire indirecte, eh bien, ce profil de personnalité va utiliser l'entourage et l'instrumentaliser, par exemple en disant des phrases qui peuvent créer de la méfiance dans l'entourage. « Oh bien, je la trouve arrogante pour l'instant, elle est absente ». Ou bien il peut mentir, réinventer l'histoire, dire que la victime exagère ou bien minimiser sa propre violence. Et à force de répétition, d'insinuations, de rumeurs, eh bien, l'entourage adopte finalement parfois inconsciemment ou volontairement, s'il y a un conflit d'intérêts, le discours du pervers narcissique. Il peut ainsi agir à la place de l'entourage professionnel pour exclure sa proie sans être repéré. Il peut sembler parfait en apparence, mais cependant, il agit à distance pour la détruire. Il la menace, divise l'équipe, empêche celle-ci de faire du bon travail. Par exemple, si tu ne te sens pas bien dans la relation, eh bien c'est parce que tu te prends trop la tête. Dans un contexte professionnel, il la prive d'outils de travail, d'informations importantes pour exécuter son travail. Et c'est ainsi que la victime se met en doute, se remet en question excessivement et culpabilise. Si la victime prend de plus en plus de distance, il tente de revenir vers elle en faisant de nouveau des flatteries, mine de rien, il offre des cadeaux, il ne supporte pas en effet de perdre le contrôle. Si elle réagit et s'affirme, l'inversion accusatoire est alors utilisée comme arme de destruction massive, notamment auprès de l'entourage. Par exemple, il ou elle est bien froide, il veut ou elle veut me détruire. Son but est alors d'isoler la victime, d'utiliser sa colère ou son silence suite à son harcèlement moral contre elle. Il la met sur une voie de garage ou ne lui donne plus de tâches à accomplir. Ou bien, à l'inverse, il lui donne trop de tâches et l'épuise pour la détruire à petit feu. Si la relation d'emprise commence dans le privé, elle peut s'étendre au milieu professionnel si les deux partenaires travaillent ensemble. Cela permet au pervers narcissique d'étendre son pouvoir et donc de limiter l'autonomie de la victime et ses possibilités d'épanouissement, d'accomplissement professionnel. Si la victime prend du recul, il peut anticiper une éventuelle dénonciation de son harcèlement, d'une faute, grâce à cette inversion accusatoire. Ou bien, si la victime dénonce un comportement violent, illégal, il utilise cette méthode et il dit qu'il est harcelé par la victime, qu'elle veut lui nuire. Par contre, il se montre irréprochable avec les collègues, avec les collaborateurs. À la longue, les gens finissent bien par croire le discours du pervers narcissique et il isole, il exclut la victime. Pour éviter de perdre l'emprise, le profil pervers narcissique peut saboter l'évolution professionnelle de la victime. Il utilise pour cela le harcèlement moral, c'est-à-dire une atteinte répétée à l'intégrité psychologique de la victime et à sa dignité. Il peut même la pousser à la faute si elle est tellement épuisée qu'elle perd sa concentration, ses capacités de mémoire, etc.
Quel est le but? Eh bien, c'est de nuire et donc il n'y a pas possibilité de négociation et de résolution du conflit. Comment se protéger? Eh bien, d'abord prendre conscience de la manipulation, des mécanismes de l'inversion accusatoire. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, il est nécessaire de faire des exercices d'ancrage quotidien pour apaiser le système nerveux, comme par exemple la pratique de la cohérence cardiaque, des expirations prolongées pour rester calme face à ce profil de personnalité et à ses complices. Cela peut s'associer à une visualisation d'un lieu de sécurité, réel ou imaginaire, avec des phrases positives. Je suis en sécurité ici et maintenant, par exemple. Cela crée une expérience sensorielle agréable, c'est-à-dire par exemple un sentiment de légèreté, de chaleur, un calme mental dans le corps. Et donc, cela crée au niveau du cerveau des nouveaux neurones associés à la sécurité. Cela permet donc de renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour pour soi. Développer l'empathie pour soi est très utile en imaginant ce que la victime pourrait dire à un ami ou une amie dans la même situation. Poser la main sur une partie du corps en souffrance permet à la victime de transférer les sensations agréables ressenties précédemment dans la zone tendue ou douloureuse. Troisièmement, mobiliser chaque jour des ressources d'estime de soi, de confiance en soi, par exemple en tenant un cahier d'affirmations positives et le lire à voix haute, par exemple le soir avant de s'endormir, ce qui favorise un meilleur sommeil. Et souvent, le sommeil est très perturbé suite à ces traumatismes. Quatrièmement, ne pas se justifier car ça nourrit la méfiance de l'entourage et s'il faut répondre, il vaut mieux s'exprimer avec des phrases courtes, sans émotion, à partir de faits et si possible, ne pas entamer de discussion. Cinquièmement, repérer les complices et les tenir à distance. Sixièmement, accumuler des preuves écrites en communiquant par écrit. Septièmement, nourrir des relations bienveillantes pour renforcer son estime de soi. Et si ce n'est pas possible, eh bien changer de milieu professionnel pour éviter une atteinte à la santé physique ou mentale. Huitièmement, renoncer à chercher une explication puisque la résolution d'un conflit avec ce profil de personnalité n'est pas possible. Ce profil de personnalité refuse toute remise en question, a une volonté de nuire et est incapable de se connecter à son corps, à ses émotions, à ses sensations pour pouvoir entrer dans un dialogue constructif. Neuvièmement, observer ce que recherche ce profil de personnalité. S'il reprend contact et essaye de soi-disant dialoguer, il vaut mieux le laisser parler. Dixièmement, poser des limites claires, fermes. Il est important de s'entraîner en définissant sur papier ce qui est vraiment important pour soi, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on n'accepte plus. Et onzièmement, utiliser un langage flou pour ne pas donner d'informations sur soi qui pourraient être retournées contre soi. Douzièmement, la victime a souvent une blessure d'attachement et donc il est nécessaire de renforcer son identité pour empêcher le pervers narcissique d'appuyer sur le bouton de sa vulnérabilité. En effet, si elle souffre d'une blessure d'attachement, par exemple un trouble de l'attachement insécure, désorganisé, son inconscient la pousse à répéter les traumatismes de l'enfance, par exemple si elle a été maltraitée psychologiquement, s'il y a eu des violences intrafamiliales ou des violences dont elle a été témoin. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance positive, dans ce cas, eh bien, c'est une faille où le pervers narcissique, homme ou femme, peut s'engouffrer. Il est donc important d'apprendre à se donner de la reconnaissance positive plutôt que d'attendre cela uniquement dans le regard de l'autre. Stopper le conditionnement installé par le pervers narcissique qui associe finalement la récompense et sa présence chez la victime permet de se libérer de cette addiction relationnelle. En effet, cette addiction est là
elle est entretenue par la sécrétion de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, du plaisir, et le pervers narcissique octroie des récompenses par des petites miettes de reconnaissance au fur et à mesure de la relation. Il maintient ainsi son emprise. Cette récompense est perçue par la partie enfant de la victime et cette perception, eh bien, elle est liée à ce qu'elle a subi dans l'enfance lorsqu'elle a été dénigrée, culpabilisée, violentée ou qu'elle a été témoin de violence. L'enfant intérieur confond alors la dépendance et l'amour. Et donc, il s'agit d'apprendre à différencier l'enfant intérieur blessé et l'adulte en soi, en se demandant qui parle à l'intérieur de soi. À travers le discours intérieur, observer qui est là. Il est donc important de répondre en tant qu'adulte aux besoins de l'enfant, quitte, si on n'est pas capable de le faire, à prendre un modèle, une figure parentale symbolique qui a les caractéristiques d'un bon parent. Quand la victime pense au pervers narcissique, elle peut relire la liste des comportements manipulateurs, destructeurs de ce profil de personnalité et donc pouvoir prendre du recul. À l'âge adulte, il est important de cultiver l'amour pour soi en écrivant régulièrement un cahier de gratitude envers soi, en notant chaque jour ce qui est bon pour soi, en notant ses valeurs propres, en développant des activités agréables pour soi, en augmentant ses capacités à vivre des expériences sensorielles agréables, c'est-à-dire toute activité qui octroie de l'apaisement, des sensations agréables comme la légèreté, la fluidité de l'énergie, le mental calme, ou bien de la chaleur dans le corps, un sentiment d'amour, un sentiment de paix. La victime peut aussi écrire des lettres à son enfant intérieur pour répondre à ses émotions, à ses besoins, lui dire ce qu'elle aurait voulu entendre quand elle était enfant et vivre durant son enfance et qu'elle n'a pas vécu. C'est sur cette sécurité intérieure stable que la victime peut se baser pour mieux se protéger de l'inversion accusatoire du profil pervers narcissique. Il est aussi nécessaire de revenir chaque jour vers soi pour renforcer ce lien entre l'adulte et l'enfant intérieur qui a manqué de ressources ou qui a manqué de satisfaction de ses besoins. Si c'est nécessaire, il est très important et très souvent le cas de faire une psychothérapie comme par exemple la psychothérapie EMDR qui travaille sur les traumatismes de l'enfance, ou bien un coaching en thérapie polyvagale en favorisant la transmutation des traumatismes, la reconstruction de son identité, la reconnexion au corps et à ses ressources. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques », récits dans la collection Récits et témoignages aux éditions Ellipse, ou bien mon dernier livre « L'art de la résilience » aussi aux éditions Ellipse dans la collection Récits et témoignages. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.